Merci pour ces précisions. Situation bien fragile, on l'a bien compris, alors qu'il est il est un petit peu plus de 17h, sur l'antenne de CNews. Merci à vous si vous nous rejoignez. Cette mobilisation des Gilets jaunes qui se poursuit donc pour le 11e samedi consécutif. De nombreux rassemblements dans plusieurs grandes villes de France, notamment à Paris. Vous le voyez, ces images depuis quelques heures, donc dans les cortèges parisiens et principalement sur la place de la Bastille, alors que le début de journée avait été plutôt calme, même très calme. Les heurts qui ont débuté donc dans le 11e arrondissement de la capitale. On est en plateau avec Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Merci d'être présente, tout comme Jean-Didier Berger, maire de Clamart, porte-parole de Libre, le mouvement de Valérie Pécresse. Merci d'être là également pour Denis Jacob, secrétaire général du syndicat alternatif police CFDT. Bonjour. Et Georges Fenech, évidemment, qui est là, notre consultant CNews. Denis Jacob, secrétaire général du syndicat alternatif police. Sandra nous le disait il y a un instant, la situation elle semble plutôt maîtrisée. Elle échappe moins que lors de samedi précédent aux forces de l'ordre. Pourtant, les images, elles sont toujours spectaculaires, impressionnantes. On voit cette dispersion qui a du mal tout de même à se faire sur la place de la Bastille. On voit ces fumées qu'on peut imaginer être du gaz lacrymogène ou de la fumée pour disperser en tout cas les manifestants. Comment s'organisent les forces de l'ordre précisément sur la place de la Bastille? Alors effectivement, à la fin d'une manifestation, c'est toujours le moment le plus compliqué en termes de maintien de l'ordre, quand tout le monde part un peu dans tous les sens, de contenir les manifestants et surtout les plus virulents. Ceci étant, les forces de sécurité, et notamment mes collègues de CRS et de gendarmes mobiles, sont aguerris au maintien de l'ordre. C'est leur travail du quotidien. Ils sont formés toute l'année, ils ont des entraînements, et donc ils n'ont pas été surpris ou débordés. Il faut savoir que, et c'est pour cette raison notamment que ça s'est plutôt bien placé ce samedi, c'est que quand on a des manifestations de manière globale qui sont déclarées avant, préparées avec les services de police, puisque ça se prépare avec les autorités, eh bien les compagnies de républicaines de sécurité et gendarmes mobiles sont mis en place plusieurs heures avant, tout au long du cortège, puisqu'on sait de où ils partent, où ils vont, et donc tout au long du défilé qui a été prédéfini, eh bien on installe des compagnies républicaines de sécurité, et puis ils interviennent au contact des personnes si vraiment il y a un problème de trouble à l'ordre public. Mais sinon, en général, ils restent en retrait de la manifestation. C'est aussi ce qui s'est passé il y a 15 jours. On a vu qu'effectivement, quand le cortège était arrivé à Étoile, il s'était passé effectivement un certain temps avant que la dispersion soit bel et bien terminée. Parce que, en fait, c'est ce qu'expliquait notre reporter sur place, c'est que effectivement, les forces de l'ordre encerclent la place à la fin de la manifestation et ensuite laissent effectivement des voies de sortie pour ceux qui voudraient sortir sans enfants. Mais malgré tout, les dégradations, on le voit, elles sont inévitables. Parce qu'il y a cette latence entre le moment où la manifestation atteint la fin de son cortège et le moment où elle est véritablement dispersée. Et on voit que dans ce temps de latence, eh bien, ces casseurs, ces manifestants qui sont là pour en découdre avec les forces de l'ordre en profitent pour casser, on l'a vu, du mobilier urbain. Sur la place de la Bastille, il y a un grand chantier également, ce qui est propice au ramassage d'objets qui pourraient être dangereux. C'est compliqué de maîtriser cette latence, ce temps entre la fin de la manifestation et la dispersion terminée. C'est d'autant plus compliqué qu'on savait, pour l'avoir vu sur pas mal de réseaux sociaux, qu'une fois de plus, l'ultra-gauche avait averti qu'il viendrait sous forme de groupe dans le cadre des Black Blocs pour en découdre avec les forces de sécurité. Mais je voudrais rappeler également que ce temps de latence... Et c'est impossible d'anticiper la venue de ces groupuscules. En tout cas, de les empêcher. C'est toujours compliqué de pouvoir contenir ce genre d'individus parce qu'ils viennent non grimés, donc ils viennent comme des personnes lambda. Donc, et on pourrait reparler de cette loi anti-casseurs, justement, qui permettrait en amont de mieux travailler pour les forces. On peut l'imaginer. Oui. Oui, on y est favorable, bien évidemment, puisque les policiers qui peuvent contrôler en amont l'identité de personnes et vérifier qu'elles ont été fichées dans ce nouvel outil nous permet de les exfiltrer avant même qu'ils puissent passer à l'action. Et donc, on aurait, le risque zéro n'existant pas, on aurait en tous les cas beaucoup moins de dégâts. Mais pour revenir à ce qui se passe à Bastille, c'est pas tant le temps de latence, si vous voulez, qui dit que c'est difficile de contenir et que pendant ce temps-là, on peut ramasser des pavés. Je rappelle que le maintien de l'ordre à la française, c'est d'éviter au maximum tout dommage collatéraux
humains et que malheureusement il vaut mieux qu'il y ait des dommages matériels plutôt que des dommages humains. Denis Jacob, cet appel donc notamment de la part d'Éric Drouet à se rassembler sur la place de la République à partir de 17h, créer ces nouveaux rassemblements de nuit. On a l'impression qu'il y a quand même une stratégie également d'épuisement des forces de l'ordre par le biais de ces rassemblements de nuit. Alors, je pense que tout le monde sait que les policiers sont à pied d'œuvre maintenant depuis malheureusement 4 ans avec les attentats de Charlie Hebdo et tout ce qui a suivi. Et la situation est effectivement très complexe chez nous. Il y a la lassitude, la fatigue, mais il y a le mécontentement. Je voudrais quand même indiquer une chose quand même très importante. Et on en a un peu parlé, mais c'est vrai que l'actualité des Gilets jaunes étouffe un peu tout le reste. Mais depuis le 1er janvier, nous avons un policier qui se suicide tous les 2 jours. Donc nous sommes à 11 policiers suicidés depuis le 1er janvier. Donc c'est qu'il y a un véritable problème. 26 jours en suicide. Oui, tout à fait, et c'est du jamais vu. On a eu déjà des forts taux de suicides les années précédentes, mais cette année s'annonce comme une année noire et ça doit être un véritable sujet d'actualité dans les semaines et les mois à venir. Ça sera notamment le cas pour mon organisation syndicale. Donc pour revenir à la place de la République, et contrairement à ce qui a pu être dit par certains entre guillemets, porte-parole des Gilets jaunes ou qui se sont autoproclamés comme tels, ils ont le droit de manifester comme tout à chacun, ils ont le droit de porter des revendications légitimes, et une fois de plus, les policiers ont aussi un peu le sentiment d'être entre le marteau et l'enclume, parce qu'on est aussi concerné par des problèmes de pouvoir d'achat, comme tout citoyen français, bien évidemment, mais on est aussi policier et on doit faire respecter l'ordre républicain. Et quand on organise des manifestations qui ne sont pas déclarées, on doit en assumer l'entière responsabilité. Alors la République, place de la République, c'est a priori déclaré, c'est un rassemblement. Ils ont tout à fait le droit, bien évidemment, mais je trouve quand même ce rassemblement un peu irresponsable. Je le dis très clairement, parce que en tant que force de l'ordre, on sait pertinemment que des rassemblements de nuit est déjà beaucoup plus compliqué à gérer, mais qu'elle est opportune à l'arrivée de casseurs et d'avoir de plus grandes violences encore que ce qu'on a connu ces dernières semaines, parce que les individus seront encore plus difficilement identifiables. Et c'est le but, j'ai envie de dire peut-être aussi, c'est le but des gens qui organisent ce rassemblement de nuit. On entend Éric Drouet qui, sur sa page Facebook, disait qu'il voulait éviter désormais les manifestations banales. Entre guillemets. Mais quand on connaît les antécédents d'Éric Drouet, on ne peut pas s'étonner d'une telle démarche. Mais il devra en assumer l'entière responsabilité aussi. Plus de 10 000 personnes se disaient intéressées par cet événement. Ce rassemblement est déclaré. Donc il y a un organisateur. Donc il est pénalement responsable de ce qui se produira potentiellement dans les heures à venir. Denis Jacob, vos précisions, je rappelle que vous êtes secrétaire général syndicat Alternative Police. Cette dispersion un peu compliquée, elle était attendue par les forces de l'ordre, mais elle prend quand même du temps parce qu'il y a des irréductibles casseurs, fauteurs de troubles, j'ai envie de dire, qui persistent à vouloir se confronter à la police. Oui, je vais peut-être être un peu simpliste, mais quand une manifestation a lieu, elle a lieu dans un timing, heure de départ, heure d'arrivée. Quand on a dépassé l'heure d'arrivée, il doit y avoir la dispersion parce qu'on doit rouvrir la circulation et que dès lors qu'on a des individus qui sont là pour en découdre et qui maintiennent un pseudo-mouvement complémentaire, eh bien notre rôle, c'est de dégager ces manifestants ou ces individus, ces casseurs, et donc on utilise une fois de plus les moyens qui sont mis à notre disposition pour les faire disperser. Est-ce que vous êtes plus satisfait de la coordination entre les différents services et des ordres? On sait que lors des premiers rassemblements, on entendait beaucoup de représentants des forces de police nous dire que les ordres venaient de très très haut et n'avaient pas forcément conscience de ce qui se passait sur le terrain. Est-ce qu'en termes d'organisation des forces de l'ordre, désormais les gens mobilisés, les personnes mobilisées sur le terrain arrivent à plus se coordonner et les ordres sont-ils plus concrets et plus adaptés que les ordres lors des semaines précédentes? C'est pas l'organisation qui est en cause. L'organisation, elle est toujours la même. On a des unités constituées et elles n'interviennent que sur ordre de l'autorité supérieure. Tant que l'autorité supérieure ne donne pas l'ordre de charger pour disperser, nous ne le faisons pas. Nous ne travaillons pas en maintien de l'ordre sur initiative. Sauf que quand on est confronté à des manifestations
qui sont dispersés à travers la capitale par des petits groupes, eh bien, on est obligé d'adapter notre maintien de l'ordre. Et c'est ce qui a été fait, je dirais malheureusement, le 8 décembre, à la suite des événements qu'on a connus le 1er décembre, avec des petits groupes d'intervention qui ne sont d'ailleurs pas forcément des CRS, c'est peut-être les DAR, voilà, hein, donc les détachements d'action rapide. Et donc c'est aussi peut-être ce qui peut expliquer les malheureux accidents à répétition qu'on a eu à connaître ces dernières semaines, avec des blessés notamment, parce qu'on a un nouveau type de maintien de l'ordre pour lequel les méthodes et peut-être les moyens ne sont pas adapté pour faire du maintien de l'ordre de contact. Il y a eu beaucoup de débats également autour des lanceurs de balles de défense. Est-ce que vous avez eu des informations aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont été utilisés à de nombreuses reprises? On sait qu'évidemment, ils ont toujours été autorisés malgré la polémique. On parlait de ces caméras piétons également. Dans les faits, est-ce que les forces de l'ordre se sont servies de ces caméras? Est-ce que se sont servis également de ces lanceurs de balles? Alors a priori, on était à Bastille il y a quelques minutes, a priori, lanceurs de balles de défense ont été utilisés. Voilà, je vous le dis, comme on utilise tous les moyens à notre disposition en matière de maintien de l'ordre. Après, on en fait une polémique aujourd'hui du lanceur de balles de défense. On en a fait une à l'époque avec le tonfa parce qu'il y avait eu des blessés. On en a fait aussi avec le taser parce qu'il y avait eu des problèmes. Et demain, on en fera peut-être parce qu'on utilise un canon à eau qui aura projeté quelqu'un et qui se sera malheureusement blessé. Mais il y a eu des blessés aussi. Enfin, mais on ne peut pas les nier. Non, oui, bien sûr qu'il y a eu des blessés. Il y a eu des blessés parmi les gilets jaunes. Il y a eu plus de 1000 blessés parmi les policiers. Et 2000 parmi les gilets jaunes. Il faut arrêter d'inverser les rôles et d'inverser la situation que de dire qu'il y a des violences policières. On a eu des manifestations. Elles n'existent pas du tout, ces violences policières. Mais c'est pas des violences policières. Il peut y avoir des dérives. Mais le problème, c'est de la violence légitime utilisée par les forces de police et de gendarmerie pour mettre un terme à des violences, des ultra-violences conduites par des casseurs qui ont été quand même largement identifiés comme étant de mouvance d'ultra-gauche ou d'ultra-droite. Et moi, je l'ai toujours dit depuis 2 mois et demi, je fais le distinguo. Alors, il n'y a pas que des casseurs d'ultra-gauche et d'ultra-droite qui ont été touchés par des lanceurs de balles de défense. Non, mais attendez, je vais vous expliquer une chose sur une manifestation violente. Moi, je suis manifestant pacifique, je suis syndicaliste, donc les manifestations, je les connais un petit peu. Je vais manifester. Je me retrouve pris dans un mouvement de violence avec des individus. Mais je ne reste pas sur place. Je ne reste pas comme un badaud parmi des casseurs avec le risque de se prendre un... Oui, si on vous écoute, on interprète en se disant c'est de leur faute s'ils se sont blessés. Mais regardez aujourd'hui, mais on a un exemple très précis. On a une manifestation qui est organisée, ça dégénère à Bastille. Qu'ont fait la grande majorité des manifestants pacifiques? Ils sont partis à République. Ben voilà, mais c'est tout ce qu'on demande. Et nous, on intervient, et je me répète, on n'intervient pas sur une manifestation en termes de maintien de l'ordre s'il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Et on n'intervient que de son cadre-là. Si ça se passe calmement, mais pourquoi on interviendrait? J'entendais la CGT qui a déposé plainte au tribunal administratif il y a 2 jours pour faire interdire le lanceur de balles de défense. Mais sur les manifestations anti-loi travail de 2016, ça a été le premier syndicat à venir voir la police pour dire qu'il fallait réagir et qu'il fallait faire ce qu'il fallait pour enlever les black blocs. Et aujourd'hui, on vient se plaindre à nouveau de la police parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a des accidents. On ne va pas le nier. Il n'y a pas de sujet tabou. Mais est-ce que c'est le lanceur de balles de défense qui est en cause? Peut-être pas. Il y a d'autres pays d'Europe qui utilisent le lanceur de balles de défense. Il faudrait peut-être communiquer d'une autre façon, parce que certes, on vous entend, mais il y a aussi ces organes indépendants, certains journalistes indépendants qui recensent des vidéos, de défenseurs des droits également, qui recensent des actes où la police est mise en cause, de vouloir culpabiliser les gens mobilisés, les gens blessés en disant qu'ils n'avaient rien à faire là ou qu'ils sont des gens culpabilise pas. En fait, on ne les culpabilise pas. On va se finir et je viens vers vous tout de suite. On ne les culpabilise pas. On est dans des mouvements qui ne sont pas légaux. Ce sont des manifestations illégales. Donc les gens savent que ça va partir dans tous les sens et qui s'exposent à des dangers. Et je le disais tout à l'heure, le maintien de l'ordre à la française, ce n'est pas de commettre des dommages collatéraux humains. Au contraire, c'est de les éviter. Et sur la polémique du lanceur de balles de défense, oui, il y a eu des blessés graves, mais personne ne peut le nier. La police ne le nie pas. Enfin, moi, je ne vais pas le nier ce soir sur ce plateau. Il y a des enquêtes en cours. Les enquêtes détermineront les responsabilités. Et s'il y a eu faute, les sanctions seront prises. Vous savez, la police nationale, c'est le corps de métier en France le plus contrôlé et le plus sanctionné.
Il ne faut pas l'oublier. En 2017-2018, il y a eu plus de 3000 sanctions de prise dans la police nationale. Donc il faut arrêter de dire qu'on est là pour conclure matraquer. Sur cette polémique, est-ce que vous avez eu écho de policiers qui ont lancé des balles de défense aujourd'hui et qui ont utilisé leur caméra piéton? Est-ce que c'est effectif? Ah, c'est effectif, oui, complètement. Donc on aura des images à disposition. Complètement. Et ils seront et pour rentrer un peu dans le technique pour que les téléspectateurs comprennent bien, nous ne pouvons pas nous-mêmes intervenir sur les enregistrements pour potentiellement couper ou supprimer. C'est ça le problème, Denis Jacob. Et je vous ai pas oublié, hein, Jean-Didier Berger, je voudrais juste qu'on reste sur les faits, place de la République. Un petit instant, la nuit tombe. Ça aussi, ça fait partie des risques. On le disait en prise d'antenne tout à l'heure. La nuit tombe et forcément, c'est un risque. En plus, l'initiative de cette nuit jaune qui paraît tout à fait louable. Hein. Notre envoyé spécial nous parlait de ses musiques, ses bons enfants, ça fait des merguez, voilà, enfin tout ce qui fait une manifestation à la française finalement depuis quelques années. Mais ce risque de la nuit, il apporte aussi ces fléaux que sont des casseurs ou des jeunes mal intentionnés. Bah oui, alors excusez-moi de faire un petit peu d'humour, mais la nuit, tous les chats sont gris. Excusez-moi de le dire, mais malheureusement, c'est d'autant plus difficile pour la police nationale d'identifier des casseurs quand ils sont tous habillés de noir, avec des cagoules. Vous savez, je peux très bien être en journée porteur d'un gilet jaune, venir comme tel jusqu'à 17h, 18h, et puis quand la nuit tombe, retirer le gilet jaune, et puis me grimer en casseur, et puis passer à l'acte. Donc c'est toute la difficulté d'identifier ce genre d'individus. Là, on a en plus, on vient de l'entendre, des jeunes, très jeunes, qui s'en prennent à vos confrères. Eh bien, on peut rapporter ça à ce qui s'est passé il y a quelques semaines à Paris, où on sait qu'il y a un certain nombre de jeunes issus des quartiers difficiles qui ont profité un peu du trouble qu'il y avait avec des casseurs pour aller piller des magasins. Donc, il y a une agglomération de tout un tas de personnes qui ne sont pas forcément des gilets jaunes et qui viennent pour en profiter, soit pour en découdre, soit pour casser, soit pour tuer, parce que c'est quand même une démarche avérée vis-à-vis de mes collègues, tuer du flic, pour parler un peu vulgairement, ou alors pour profiter un peu de tous ces troubles et aller piller quelques magasins, comme on l'a vu sur certaines vidéos. Juste un dernier mot, et je m'excuse encore auprès de Jean-Didier Berger, mais je voudrais, parce que les infos nous parviennent, notamment concernant, et parce qu'on parle également des lanceurs de balles de détresse, des balles de défense, pardon, il y a un instant, on apprend que Jérôme Rodriguez, qui est l'un des leaders, figure de proue du mouvement des Gilets jaunes, qui a été de nombreuses fois d'ailleurs sur ce plateau, par nos équipes sur place, ont constaté qu'il a été blessé, touché à l'œil. Vous avez des informations, a priori c'est un lanceur de balles de défense? Écoutez, a priori ça peut être effectivement l'usage d'un lanceur de balles de défense. Est-ce qu'on vous l'a confirmé ou c'est un a priori? Non, c'est un a priori, mais si vous voulez, on peut rien écarter. Donc si c'est le cas, une fois de plus, il y aura une... Alors par exemple, on le connaît, on sait qu'a priori c'est pas un fauteur de troubles, un casseur, il n'est pas à la confrontation nécessairement avec les forces de l'ordre, et pourtant il se retrouve blessé à l'œil. Écoutez, il était peut-être dans un mouvement de mécontentement, enfin de casse sur place, je ne sais pas, moi je vais pas on va pas s'avancer, l'enquête je vais pas extrapoler là-dessus. La seule difficulté, on n'est pas là pour faire des suppositions non plus. La seule difficulté que l'on a, c'est que quand on utilise un matériel comme celui, une arme comme celle-là, c'est que vous pouvez toujours viser dans les règles de l'art telles que c'est prévu par les textes, le bas du corps, le buste, dans une manifestation particulièrement, et surtout celle des Gilets jaunes où ça bouge dans tous les sens et on a quand même particulièrement affaire à des personnes virulentes, eh bien vous visez le buste, la personne en espace d'une fraction de seconde. C'est ça le problème aussi, cette arme, c'est c'est difficile de viser oui, avec vous savez, je vais vous dire une chose, le lanceur de balles de défense, on l'utilise à distance, normalement c'est pour tenir à distance des manifestants. Nous ne sommes pas dans ce contexte de maintien à distance, on est dans un contexte de maintien de l'ordre qui a été revu en cours de manifestation de Gilets jaunes mi-décembre pour faire du maintien de l'ordre de contact. Donc peut-être qu'il faut débattre sur l'usage... Pardonnez-moi, l'usage du flashball, il y a des distances à respecter toujours. Hein. Vous avez quand vous faites 3 à 10 mètres, c'est quand même du contact, excusez-moi. C'est quoi la distance réglementaire pour le lanceur de balles de défense? Alors, vous avez la distance de 20 à 50 mètres dans le cadre d'un maintien à distance, mais quand vous êtes dans le cadre
d'une légitime défense, vous pouvez l'utiliser à quelques mètres. Ça, et là, c'est presque, mais là, c'est extrêmement dangereux. C'est presque, ça devient une arme létale à moins de 3 mètres. Ah bah écoutez, je ne sais pas si c'est une arme létale. À ma connaissance, il n'y a pas eu de personne décédée sur c'est une question. de défense. Quand j'étais une arme. Encore un mot peut-être avec Denis Jacob, parce que la situation, elle se tend sur la place de la République. Je ne vais pas trahir un off, mais pendant qu'on nous décrivait la situation sur place, vous avez fait une remarque qui est forcément très forte et qui fait sens. Il y a 4 ans, sur cette même place, les gens, ils venaient vous embrasser, me disiez-vous. Oui, complètement. Quand on a réglé les malheureux attentats qu'on a connus, sur lesquels on est intervenu, et je rappelle que la police a été aussi très lourdement touchée par ces attentats, la population sur la place de la République venait nous serrer dans ses bras, nous embrasser, et je ne peux pas croire que cette population qui est là ce soir, ce soit la même qu'il y a 4 ans, nous saluait et nous mettait en avant par rapport au très grand professionnalisme que l'on a fait preuve à l'occasion des attentats. On va quand même essayer de le dire, c'est une infime partie de la population sur cette place de la République qui fait la chasse aux forces de l'ordre. Mais heureusement, c'est pour ça que je vous dis, c'était ironique dans mon propos en disant que je n'osais pas croire que c'était la même population qui ne représente pas effectivement la grande majorité de cette population qu'on dit toujours silencieuse. Mais voilà, je constate que la place de la République aujourd'hui est livrée à des affrontements et j'espère bien évidemment comme tout le monde, parce qu'avant d'être policier on est aussi des citoyens et qu'on peut avoir des membres de notre famille parmi les manifestants, on souhaite bien évidemment qu'il n'y ait aucun blessé. Mais maintenant, si on nous demande de dégager la place de la République parce qu'il faut la rendre à l'ensemble de nos concitoyens, eh bien mes collègues une fois de plus feront leur travail avec la plus grande abnégation. Denis Jacob qui voulait intervenir. Aux différentes interventions parce qu'effectivement j'ai personnellement participé à la table ronde organisée par Alice Toureau sur le projet de loi anti-casseurs qui a été notamment proposé par des sénateurs. Comme je le disais tout à l'heure, on ne cherche pas l'affrontement. On ne cherche pas la confrontation et tout ce qui pourra nous permettre de travailler en amont pour éviter tous ces casseurs, on le fera bien évidemment. Et pour rejoindre ce que disait également Monsieur Olive, c'est qu'effectivement on est sur des manifestations depuis maintenant 2 mois et demi, qu'on a fait un travail exemplaire, en tous les cas mes collègues, parce que moi je ne suis plus sur le terrain, mais mes collègues ont fait un travail exemplaire. Je rappelle quand même que si on était dans un autre pays, nous aurions eu déjà des morts. Alors je veux pas avoir un ton particulièrement grave. Après, c'est pas parce qu'il y a pire ailleurs que... Certes, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de donner cette image du policier qui est forcément là pour donner des coups de matraque. Et ce qui se passe à République en ce moment va nous amener une fois de plus à intervenir, puisque je viens d'apprendre il y a quelques minutes qu'il y a eu des jets de mortier place de la République. Donc si ça... De la part de casseurs. De la part d'individus, on ne sait pas, de personnes mal intentionnées en tout cas. Voilà, donc si ça commence comme ça et que ça monte crescendo, eh bien on va recevoir l'ordre, parce que je me répète, on n'intervient pas en maintien de l'ordre sur initiative, on va recevoir l'ordre des autorités pour procéder aux dispersions.